12e journée des Assises européennes du journalisme. Vous savez, avec cette thématique ô combien importante, être journaliste en Europe aujourd'hui. Hier, les échanges ont été importants, ont été riches. Il y a eu la soirée Ukraine avec RSF, qui a été un des temps forts de la journée. Le temps fort d'aujourd'hui, ce sera d'ici à peu près 1 heure, 1 heure et demie, lorsque nous recevrons Vera Jourova, qui va venir pour nous parler justement de l'indépendance des médias et du Media Freedom Act. Ce sera un des temps forts de la réflexion de ce matin. Nous parlerons aussi cet après-midi du rôle des journalistes dans l'éducation aux médias, et Dieu sait si c'est important et de plus en plus important aujourd'hui, et puis aussi de tous les risques auxquels sont confrontés aujourd'hui les journalistes en Europe, dans le monde, et Dieu sait s'ils sont importants. Donc voilà, on va commencer dans un premier temps par un débat auquel moi je suis très attachée, parce que j'ai fait toute ma carrière pratiquement dans le service public. Quels sont les enjeux du service public aujourd'hui, et notamment en direction de l'information ? Bonjour à vous trois. Merci d'être là. Les enjeux pour le service public et notamment en direction de l'information, on va voir qu'ils sont importants. Il y a bien sûr l'indépendance éditoriale, il y a le financement qui garantit aussi cette indépendance. Il y a le mode de fonctionnement et puis il y a tous les défis, tous les enjeux auxquels on est confronté. Et on verra que peut-être que la tonalité est différente en Europe, selon qu'on est dans l'Europe de l'Est ou dans l'Europe de l'Ouest. Et je voudrais vous remercier tous les trois d'être là. Lucie, bonjour. Lucie Sirokova, vous êtes journaliste indépendante tchèque et vous avez des responsabilités. Et à ce titre-là, ce sera intéressant de vous entendre, bien sûr, puisque vous êtes présidente du Conseil de surveillance du Conseil européen pour la liberté de la presse et des médias. Elena Milonkovic, merci Elena d'être là. Je veux vous dire un grand merci parce que on va avoir l'occasion d'en parler. Vous vous échappez, si j'ose dire, pour témoigner, parce que Dieu sait si ça va être important. Mais la télévision slovène est en grève depuis 6 mois. Vous êtes la leader de cette grève. Vous êtes la responsable des syndicats de la télévision, donc complètement engagée. Et puis on parlera aussi, il y a cette loi qui est en gestation pour laquelle vous êtes très impliqués, mais c'est aussi le cas en Slovénie, on aura l'occasion d'en parler après. Mais voilà, un grand merci, mais je pense que c'est important que vous soyez là pour nous dire ce qui se passe en Slovénie, en sachant que les choses vont évoluer, et elles vont bien évoluer. Thank you, good morning. Vous êtes là pour ça. Jean-Pierre Jacquemin, bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Heureux de te retrouver. Directeur de l'information de la RTBF. Alors, pour commencer, il y a quelqu'un que vous connaissez bien toutes les deux, on va lui donner la parole, il ne pouvait pas être là, mais pour avoir en quelque sorte un état des lieux de l'information du service public aujourd'hui et des enjeux et des défis auxquels on est confronté, on va entendre Marius Dragomir. Il est directeur du Centre de recherche sur les médias et les journalistes. Il y a une étude très récente qui a été faite dans 150 pays sur l'observation des médias. Il va nous en parler et je pense que ça va être une amorce intéressante pour nos échanges. Je sais que vous êtes très attentifs aux résultats de cette enquête et je vous propose tout de suite de la découvrir. Hello, my name is Marius Dragomir and I am the director of the Media and Journalism Research Center. It is my pleasure today to address the first edition of the European Journalism Symposium. And for this event, I was asked to comment on 2 issues. One is the challenges that public service media are faced with across Europe, and the second, what can we do to oppose government control in public media? We at the Center have been conducting a number of studies on these issues, the latest one being the State Media Monitor, which is a research study covering public media and state media in more than 150 countries in the world. By far, the main finding related to the biggest problem that these media outlets are facing is the lack of editorial independence. In fact, more than 84% of media analyzed in this study lack editorial independence. That is also the biggest problem that we have found
in Europe. In fact, only 11% of all the public media and state media that we have analyzed across Europe qualify for independent media, public media category, which is the media category that is enjoying the highest level of editorial independence. Another issue that we have noticed in Europe is the widening gap between West and East. In fact, most of the independent public media outlets that we are having in Europe today are based in Western European countries, 8 out of 12 that we have identified in our study. And finally, we see a number of risks that public service media outlets are faced with in many European countries. We have seen in recent years a lot of attacks from politicians and governments against public media, especially focused on the funding model of these institutions. What can be done to oppose that? Well, first of all, we have to acknowledge that it's very difficult to address this issue because regulation of public media is a matter that is dealt with at national level. Of course, many things can be done. Those who want to support public media and independent journalism can do that by identifying independent media outlets across many European countries. Many of these outlets, in fact, play the role of a true public service media, thanks to the work they do in the journalistic field. But I think the solution lies at the higher level, at the European Union level. And what we really need is a pan-European mechanism to regulate all the media, and of course public service media should be part of that. We already see that the European Media Freedom Act, that is breaking significant new ground in protecting media freedom across Europe, is including that, and I'm really happy to see that. But what is really important on a longer term is to also think about implementation mechanisms. We have good laws, we have to really think about mechanisms to ensure that they are implemented properly. If that is going to happen, then I think a lot of the media, the public service media in many European countries will improve and will have their editorial independence more protected than today. It was my pleasure talking to you. I wish you a great debate and all the best. Voilà, on va pouvoir, à partir de là, mener notre réflexion. J'ai oublié de le faire, mais je voulais saluer la présence de Sophie Le Joly, qui est là et qui est la représentante de la ministre des Médias pour la Wallonie. Merci de votre présence. Alors, je vais tout d'abord donner la parole à Elena, puisque quand on parle d'indépendance éditoriale, c'est quelque chose où vous êtes confrontés. Vous vous battez, on dit, pour la désorbanisation de l'état de l'information tel qu'il était il y a encore peu de temps. Il y a eu des élections récemment, donc la donne va sans doute changer. Mais ça, ce combat, c'est 6 mois de combat parce qu'il y a eu une ingérence qui était insupportable au sein même des rédactions. Well, today is 1 year. My colleagues will have a press conference at 11 o'clock in front of the RTV. 1 year since we held a first press conference and started to inform the public about what is going on. And what is going on is that news program was taken over by the SDS party and its propaganda media workers. They lost the elections. Of course, this year is very important in Slovenia because it's a super election year. We had parliamentary elections, then the presidential elections. Last Sunday, there were local elections. This Sunday, we have referendums. The voters are going back to election booths and they will decide on the future and the destiny of RTV, because they will decide about the amendments of the law about the public RTV. And there are also 2 other referendums on Sunday. We are, of course, worried what will happen because we have faced censorship, propaganda. The critical journalists and editors were removed from their posts. More than 30, around 40 of our colleagues left the news program at Television Slovenia in last year, and there were 140 of us employed in the news program, so you can imagine. And the reason was that
The leadership of RTV last year in October proposed the change of the program, the production and the program plan, and they deleted the most news programs, even the only foreign news program. So immediately after that, 10 journalists left because they could feel what is happening. They know what the SDS party is capable of doing. They ruined in last 15 years other media. You are maybe aware during the presidency of Slovenian presidency to the European Union, the Slovenian Press Agency didn't get finances for a year. So the public, the citizens, were actually donating money for the salaries of the journalists. And now they came for us because the RTV, the public media, is very important. The trust, we gained the historical trust during the pandemic, and now, because of what is happening politically. Aujourd'hui mise à mal, oui. On parlera, si vous voulez bien, Elena, on parlera justement de la confiance, parce que le combat que vous menez, il est très important au niveau de la confiance, et puis on pourra faire un comparatif entre les autres. Moi, ce que je voulais, en effet, c'était que dans un premier temps, vous nous expliquiez pourquoi il y avait cette mobilisation incroyable, 6 mois de grève, et ce qui avait pesé justement sur cette rédaction pour en arriver là, avec toutes les inquiétudes qu'il peut y avoir. Lucie, ces inquiétudes, ça a été dit tout à l'heure, elle est très présente, notamment dans les pays où il y a les gouvernements populistes qui sont là. C'est là l'alerte maximum. You mean on maximum level of alerts Non, mais je veux dire, c'est là où la situation, il a parlé la situation en Europe de l'Est et en Europe de l'Ouest, c'est en effet dans l'Europe de l'Est, là où il y a des gouvernements populistes, qu'il y a une véritable mainmise, et que pour les journalistes, c'est une situation... on se bat, parce que quand on a créé des espaces de liberté, on ne veut pas y renoncer. Donc ça ne veut pas dire qu'on courbe les chines. La preuve, Elena vient de le dire. Mais c'est là où la situation est la plus dure, la plus difficile. Of course. Yeah, and we are, of course, very much afraid of being just the next in the line. With the independence of public service media, with the whole situation, nobody would have expected what happened in Slovenia last year. We all were very much surprised, actually. But this is exactly, maybe just to refer what was told yesterday also, there was a question if we can have a European model for media, and one of conclusion was maybe not a same model, but we are all facing the same or very similar challenges, even in countries which we think today they have a good state of media freedom, good conditions for public service media. Something like this can, as we saw, happen tomorrow in a next country. So what we could observe, what happened in Poland, in Hungary, of course, public service media is the first the first target by populist government, by populist politicians who want to influence, get an influence over it, because it still has a widest reach. And if I can mention an example from Czech Republic, we still have the most trusted public service media of the former East Bloc. But what is not that visible from outside is the situation that we are really just a very small step before getting the chance to any populist government to get the influence over it. So we are now on changing the law on public service media. Our public service media are heavily underfinanced, having to a budget which hasn't been increased since 2008-2005, so around 15 years, still the same budget. So
this, of course, they are very vulnerable, also from this point of view. And yeah. On parlera justement du financement parce que c'est quelque chose d'important dans cette indépendance des médias de service public. Je voudrais demander, alors bien sûr, nous on se dit en France, en Belgique, qu'on est relativement protégé. On fait partie de cette Europe de l'Ouest où d'après l'enquête, la liberté est la plus grande, quoique rien n'est jamais joué. Non, en effet, rien n'est jamais joué. Mais bon, d'abord, c'est vrai, on doit un peu s'incliner devant le combat de ce qui se passe dans des pays comme la Hongrie, la Pologne et puis vos pays à vous, et se dire que on a intérêt à garder des contacts parce que les combats que vous menez, peut-être seront-ils les nôtres, pas tout de suite, pas maintenant, mais il est clair que le complotisme, le populisme existent aussi. Ils ne sont pas à la tête des gouvernements, en tout cas pas tous. On en voit arriver dans des pays occidentaux aussi, la Suède, l'Italie, ne sont pas pour rien, mais pour autant, il ne faut pas non plus se dire tout va bien. J'avais dit il y a quelque temps que les fake news, les vérités alternatives avaient traversé l'Atlantique plus rapidement qu'un ouragan. C'est vrai, nous en sommes souvent aussi l'objet, victime. Des journalistes critiques. Alors, il n'y a pas d'attaque directe contre les médias, je dirais, certainement pas dans la proportion vécue dans les pays de l'Est, mais des journalistes critiques, des journalistes qui ont parfois la plume un peu vive, un peu critique, eh bien, se font rapidement retoquer sur les réseaux sociaux. Alors, on peut se dire, on doit passer au-dessus. Et je regardais l'exposition Albert Londres tout à l'heure et je voyais rien ne doit embuer l'esprit critique du journaliste. Eh bien, je pense que ces éléments-là sont souvent des tentatives de déstabilisation des journalistes et il ne faudrait pas en arriver à une forme d'autocensure. Je pense que ça concerne autant les médias privés que les médias de service public. Mais donc, voilà, notre attention, elle doit rester là. N'oublions jamais la devise de Bannon, flood the zone with the shit, envahissez la zone avec de la merde, excusez-moi, qui est une tentative de décrédibiliser les rédactions en envoyant énormément de fake news, et on voit des usines à fake news qui arrivent, et qui nous obligent parfois à réagir, et à réagir tellement qu'on pourrait se désintéresser du tissu social, de la communauté ou des communautés qui vivent chez nous, et alors on en arrive à peut-être dans les rédactions oublier de regarder la profondeur de ce qui se passe dans nos pays, et on se retrouve avec des gilets jaunes qu'on n'a pas vu arriver. Donc ça, ce sont des éléments qui touchent fortement nos rédactions. Nous devons y être attentifs. Mais voilà, la liberté, elle ne s'use que si on ne s'en sert pas. Nous devons le faire et nous devons continuer à oser, avoir de l'audace, être critique et mettre en avant un certain nombre de choses qui n'est pas facile pour le moment. Mobilisation. Alors, Elena, il y a aussi un autre combat que vous menez, puisqu'il y a une campagne référendaire pour une loi qui concerne la télévision de service public. Donc, vous êtes tous très impliqués, vous particulièrement, en essayant de faire évoluer, en proposant des amendements, parce que ce qui est inscrit dans la loi, c'est une façon soit c'est une contrainte, soit c'est une protection. As the colleague said, it's very important to connect and compare the situation among the public broadcasters. We know what happened in Poland and Hungary. In Slovenia, the model is a mixture. So, at the start of the pandemic, the SDS party, the big coalition, they had the majority in the parliament. They proposed the changes of the all four media laws. But luckily, they didn't succeed. So, in March we had parliamentary elections. So there was this positive, optimistic feeling in the society that the authoritarian regime will go away. What is happening to us as journalists and our union, we were facing or watching, reporting, they were doing it to the police and the police union. That is very important. Now, we actually, as I said, first our press conference started in November. Today it's 1 year. And then we went to the experts. And we started to build this alliance with the public because we knew
that we can win this fight only if we have the public on our side. And our arguments are professionalism and editorial, journalistic, and institutional autonomy. My t-shirt says, nobody's servants. This is meant, no political servants for public art TV. These t-shirts are our strike t-shirts. We made them for our first public assembly in March, just before the parliamentary elections. And we became the election issue. The RTV, the journalists, the trust, and of course the editorial autonomy. 30 of us got notices of dismissal in beginning of October. So we wear these pins to also say more without the words. Also our anchors are wearing them in the studio to make public aware what is happening. And we got these notices because we went to the studio to express our support. There was around 70 of us, of our colleague anchor Sasha Krantz and the editor of the main news program, Vesna Pfeiffer, because they said publicly they had no control of one piece that was delegated by the chief editor, and they were punished for that. They faced a lot of smearing campaigns, even personal insults. So we decided we have to support them. We work as a collective, and in January I already talked to Legal Network for Democracy. This is a network of legal experts that was formed during the pandemic, and they help the citizens with the fines they got because somebody ate a sandwich on the street. There were big protests going on for 2 years against that government. People were reading Constitution, etc. And the movement in support of the public art TV already happened there. We had this violent excess also, that the anti-vaxxers violently entered our evening news studio. Nobody did nothing. The police did nothing. So it's been very complicated, and a lot of things are happening. On Sunday, as I said, people are going to the referendum and they will decide. The civil society, NGOs, and the expert society, they mobilized and they support us. We have the academics on our side. Here it's a sticker that was made by the Slovenian Academy of Science and Arts in support of the journalists and other workers at RTV. And this is a boy with the flute, who is a symbol of RTV. And he has, instead of thorns like a Jesus Christ, a razor wire. Maybe you are aware that 6 years ago Slovenia got a razor wire on the southern border. And it says bravery. People think that we are brave because we stood up to this aggressive party, and we stood up actually for our integrity and the freedom of the speech. Lucie, il y a aussi une loi qui est en discussion dans votre pays concernant les médias, l'audiovisuel, et aussi peut-être pour réfréner l'ingérence politique. Yeah, exactly. So our situation in Czech Republic is at the moment, last year we got a new government, more pro-democratic, so we had big expectations that this government is going to change the law very quickly to be more safe in that regard, so the safeguards for the maintaining of independence of the public service media should be included first of all, but also the financing should be changed, because once you have such an underfinanced media, which, as I mentioned before, has a budget and on the same level as 15 years ago or even longer, then you really have many challenges, even more than in a normal situation. So now, after 1 year, we have just a small progress, really, where the government decided to make
small amendments, as it is called, where this independence should be safeguarded, which means, in a practical way, just to mention a few most important points, the board of the public service media is elected by a parliament. Now we should have a Senate also included. Important point, so not only the parliament, the party which has a main influence over the parliament could decide who will be member of the board. And also that it should not be that easy in the future to dismiss the director, which was one of the big issues the past government wanted to get rid of the director. So these are most important points which should be solved by this new amendment. However, we expect it also to get much more quickly the changes regarding the financing. There's a big discussions about license fee. Who should pay the license fee nowadays, and how to change this? This should be a next step, and we all hope this is going to happen as long as we have this government, because nowadays the situation is we cannot expect in any country how it's going to develop. The populist movement is increasing everywhere. So we are going in this direction. Il y a une vigilance importante à avoir. Exactly. Par rapport à ça. Jean-Pierre, alors puisqu'on parle de lien avec le pouvoir, puisqu'on parle de financement, c'est très différent. Par exemple, chez vous, entre autres, c'est des contrats de gestion, c'est-à-dire qu'à un moment il y a une discussion avec le pouvoir sur des objectifs et sur des moyens qu'on donne, ce qui est très très différent, même si la pression peut exister. La pression peut exister, mais c'est vrai que c'est pas dans les mêmes circonstances. Je dirais que oui, dans ces moments-là, il y a toujours la possibilité de revoir les choses. Bon, en Belgique francophone, pour le moment, les négociations sont en cours. La dotation accordée à la RTBF est une dotation importante. Est-elle suffisante? On pourra toujours dire plus ou moins, mais enfin, on n'est pas du tout dans les mêmes types de débats. Elle semble être à la hauteur des grands défis que nous avons. Nous avons d'énormes défis aussi. Parce que c'est quoi un média de service public? C'est avant tout de s'adresser à tout le monde, de parvenir à s'adresser à tout le monde. Et dans les discussions que j'ai avec mes collègues des médias francophones publics, puisque nous nous voyons très régulièrement, cette capacité de s'adresser à tout le monde, on se rend bien compte que c'est très difficile. Il y a une polarisation des opinions, fragmentation des communautés, avec chacun qui va chercher l'information où il veut l'avoir. Il y a évidemment la multiplicité des plateformes, donc des transformations qui sont totalement indispensables, transformations qui parfois, et on le voit bien en Belgique pour le moment, créent des tensions parfois entre médias. Et avec les médias privés. Avec les médias privés, c'est des tensions qui, il faut les entendre. Il y a un nécessaire pluralisme. Le média de service public ne peut pas être le seul à exister. Ça serait une aberration. Il faut veiller à ce qu'il puisse exister des médias privés, des médias indépendants, parce qu'on voit des médias privés en France particulièrement, parce qu'on le voit bien, on le connaît bien, il y a des médias privés qui sont aux mains de manias qui les dirigent comme on dirigeait des gazettes au 19e siècle, c'est-à-dire c'est leurs danseuses, ils essayent d'avoir leur expression. Là, c'est plutôt un retour en arrière. C'est plutôt un retour en arrière, donc il faut y être vigilant. Mais enfin, les médias privés sont aussi des rédactions indépendantes qui doivent avoir les moyens d'exister. C'est un peu le débat qu'on vit en Belgique. Mais on a vu aussi, puisque je fais référence aux discussions qu'on a avec les collègues des médias francophones publics, le débat sur la redevance en France qui a été supprimée, c'est quelque part une garantie d'avoir l'argent directement du citoyen vers le média. En Belgique, ça n'existe plus, la redevance n'existe plus, c'est une dotation accordée tous les 5 ans et avec un certain mécanisme d'indexation. Ce sera peut-être ça en France demain. Ça sera peut-être ça en France demain. On peut vivre avec ça si on a un contrat de gestion blindé et que quelque part, je vais le dire comme ça, les politiques dans ces moments-là gardent leur sang-froid, sachent où est la démocratie et n'essayent pas de se dire on va pouvoir glisser ceci ou cela dedans. Je pense que pour le moment ça va. Mais on l'a vu en Suisse. Nos collègues, il y a eu le no bilag qui a été quand même fortement poussé. Alors il y a eu des craintes très fortes. Très fortes. Et on a vu également une réaction de la population intéressante. En Espagne, il y a quelques années, une responsable de la télévision publique que l'on connaît bien à l'UR a dû mettre un pas de côté parce que ça avait des plus hauts pouvoirs. Donc ne croyons pas non plus
que les choses sont gagnées d'avance et sont aussi simples dans le pays. Le combat, il est permanent. Ce que je lisais tout à l'heure dans ce que nous disait notre collègue, c'est assez étonnant de voir qu'il y a la liberté de la presse est un fait national, parfois même, et on le voit en Belgique, un fait régional, et ça mériterait d'aller quand même beaucoup plus loin. Ça mériterait d'avoir, au niveau européen, dans cette construction européenne, j'adore l'exception culturelle, mais peut-être que l'exception, la particularité des libertés de la presse mériterait, on peut l'adresser à Mme Jourova aussi, une plus grande volonté de critères dans lesquels on essaierait de sortir de ce cloisonnement entre nous. Entre nous, on l'abordera peut-être après. Avant de donner la parole à la salle, Elena, par rapport à cette indépendance éditoriale, je sais qu'il y a quelque chose sur lequel vous vous battez beaucoup, et par rapport justement à cette campagne référendaire, c'est qu'il y ait une totale indépendance des rédactions qui se traduise par le fait qu'on n'impose personne comme rédacteur en chef, comme patron, et que ce soit fait avec l'aval des rédactions. Vous pensez que vous allez y arriver ? Unfortunately, this amendment in the law that was written by the experts and then filed by the biggest coalition party doesn't have that. That was our demand, and I think, well, from our experience, it is necessary, because now we have chief editor that got only 20% of the votes of the editorship, and the other candidate got more than 80%. And in the 90s, that it's obligatory, the opinion of the editorship is obligatory in order to nominate a chief editor. But this was deleted from the law, media law, when we joined European Union. It was unique in Slovenia because of free business initiative. But we as a public media, and I here advocate definitely for that only independence is license fee, that is the only guarantee that political parties will not take over the media. Because what we face now is that the political party, they had a majority in the parliament and the government, planted their own people, actually ex-government officers, into or MPs in the program board, in supervisory board. The director of television was director of communication office of ex-government. The chief of the legal office was a member of the cabinet of the prime minister. And now, just a few weeks ago, we got editor of all news programs who was ex-press officer of the SDS party, and many small people, incompetent, who work for their propaganda media. Présidente. And editorial and journalistic independence is our first and main strike demand. So it's been 6 months, and the strike will go on until they leave. Ouais. Or us. Bon, question dans la salle ? Oui, là-bas, hop. Éventuellement, vous dites à qui vous souhaitez poser la question. Sinon... Allô, allô. Oui, ça va. C'est bon ? Ouais. Alors, c'est une question pour tout le monde, en fait. Très bien. Pour tout le monde. Je pense que c'est intéressant pour tout le monde. Moi, c'est par rapport à la radicalisation qui mène finalement au populisme, au complotisme, etc. Moi, j'ai l'impression que ce genre d'événement se passe parce que des personnes ne se sentent pas représentées dans les médias à la base. Et donc, il y a une sorte de fil rouge où vous retrouvez dans une situation très délicate, où vous devez faire avec un gouvernement populiste, alors que à la base, c'était peut-être aussi une erreur des médias qui peut-être a mis en avant seulement une petite tranche de la population, sans voir la radicalisation de certains, comme c'est ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est la même chose, ou est-ce qu'il y a des choses
qui s'additionnent à ça. Bon, évidemment, la propagande, c'est quelque chose qui peut aussi influencer, mais j'ai toujours l'impression que la représentation joue énormément. Je ne sais pas si c'est... alors, Lucie et Elena, je ne sais pas si c'est... Là, on est quand même dans du politique dur plus que dans le regard porté. En effet, est-ce qu'on se fait l'écho de ce que vivent nos concitoyens? Well, of course, we cannot satisfy all 2 million citizens in Slovenia as they expect or some expect. When we talk about the populist governments, we have to be aware what kind of populism we are talking about, because there are the gray areas, let's say. When we have the extreme right, it's clear what they want. What is happening to RTV already happened to Croatian RTV. So we connected with our colleagues. They also became part of our strike and struggle. They actually want to rule the whole government. As I see it, what is happening in Hungary, Poland, and also in Slovenia and some Eastern Bloc countries, because we have to connect, it's connected with politics. We cannot be neutral in that, because we are political workers as well, yeah, in the service of the public. I see this as a part of their cultural war as well, because our male journalists or anchors are not under such attacks as us females, because they think we are weak because we are females. We shouldn't be talking about serious stuff like politics. We should be cooking, having children, stuff like that. And of course, it's about the control of the narrative. We faced censorship, and of course, our duty is to inform the public, because the censorship is unconstitutional and unlawful. And they want to control the narrative. It's only about that. Why would you delete from the program the foreign news show? Because you want to close the window to the world, and you only want to control the narrative. Of course, people think they're very informed because of the social media, etc. It's too much information, but people are not educated enough. I think that we should re-educate the people how to use the media, because still, when we talk about older population, they have this feeling, if it's on TV, it's true and it happened. If it's not on TV, it didn't happen. The younger generation thinks differently, but still, we should preserve the standards. I don't know if I answered your question. Lucie, justement, par rapport à la question qui a été posée. I think I'm not working for public service media. Est-ce que des fois on se coupe pas de la population et que en fait ça génère c'était une interrogation, hein, c'était pas une affirmation. I think there's one point which is very important to stress, and it's actually also why it's so important to keep public service media as such, because they really have a strong rules, very strict rules, who should be represented from which percentage should be given to each political party which is represented in parliament, in governing bodies. So such rules don't apply to private media. So you can have these suspicions when you observe the private media landscape, but by public service you have these very strict rules, and they have to be kept, and they are kept, of course, there's a control, but just these populist movements, they are just too loud simply, and shouting they're requiring to have more that their representatives have. Anyway, so this is only or mostly about just about being too loud on social media, on wherever. But in fact, these rules in public service media are kept, so they have to give a voice to everyone. Jean-Pierre, tu as répondu en partie tout à l'heure à la question en disant que, par exemple, c'est vrai que personne n'avait vu venir les gilets jaunes, donc ça nous interpelle dans la façon dont on appréhende le quotidien des citoyens.
Oui, alors 2 éléments. Premier élément, quand on veut battre son chien, on lui trouve toujours des poux. Et oui. donc c'est une des utilisations qu'ont certains dirigeants gouvernementaux pour dire « Ah, vous n'avez pas bien traité ça, ça et ça, donc on va vous limiter la liberté ». Donc c'est quand même assez paradoxal. Pervers. Dans la foulée de ça, les mouvements complotistes à qui on a eu affaire en France, en Belgique et ailleurs, en Allemagne aussi, étaient quand même des mouvements qui demandaient plutôt une limitation de la liberté de la presse, puisqu'ils exigeaient que les plateaux de télévision, par exemple, soient faits avec leurs représentants et pas d'autres, ne laissant plus le droit aux journalistes de faire son métier tel qu'ils pensent le faire. L'autre élément encore, toujours dans cette foulée-là, c'est qu'on est rentré plutôt dans un monde de croyances. Je crois que, et donc j'ai raison, plutôt qu'un monde de connaissances. Et donc le média de service public, d'autres rédactions l'ont fait aussi, a voulu se repartir, par exemple dans la crise Covid, sur des éléments scientifiques, avec des chercheurs patentés, pas des gens qui racontaient un peu tout et n'importe quoi en fonction de ça. Ça nous a parfois un peu coupé de certains mouvements. On peut l'assumer. La partie où on a un peu de grain à moudre dans notre jardin, c'est la partie où, c'est vrai, dès le moment où les médias de service public doivent représenter tout le monde, la diversité, on doit l'atteindre. On n'a pas atteint encore suffisamment la parité homme-femme. C'est quand même un élément important de représentation de la société. Quand on regarde nos médias en Europe occidentale, il y a une représentation assez forte sur nos antennes de catégories socio-professionnelles plus éduquées, on va le dire comme ça, j'aime pas trop l'expression, mais il faut faire vite, et on ne représente pas suffisamment toute une partie de la population qui, dans un monde complexe, en mutation, en transformation, se sent abandonnés. De là à dire que ce sont les médias qui en sont la cause, je ne pense pas. Je pense qu'il y a quand même un travail aussi du monde politique, du monde associatif, qui doit aussi davantage se diriger vers ces gens qui se sentent isolés, abandonnés, j'allais dire déconnectés d'une société qui avance extrêmement vite et qui laisse beaucoup de gens sur le côté. Autre question? Oui. Vous m'entendez? Oui, très bien. C'est une question pour Jean-Pierre Jacquemin, mais peut-être que vous pourrez y répondre aussi. Pamela Morinière, Fédération internationale des journalistes. Vous avez parlé de journalistes qui se font retoquer sur les réseaux sociaux. Alors peut-être que c'est un euphémisme, mais parfois ça prend quand même une ampleur considérable, ce retocage. Qu'est-ce que la RTBF met en place pour lutter contre le harcèlement en ligne et de manière générale pour justement assurer le pluralisme, parce que en retoquant des journalistes sur les réseaux sociaux, c'est aussi beaucoup de voix qui se taisent et beaucoup d'histoires qui ne sont plus racontées. Alors, qu'est-ce qu'on met en place? On a mis en place, alors ça s'appelle tolérance zéro, c'est une expression qui est parfois bonne ou parfois mauvaise, mais depuis, c'est vrai, quelque temps, et vous le disiez tout à l'heure, on l'a constaté, le harcèlement en ligne touche davantage les jeunes femmes journalistes, avec une violence extrême et des propos en dessous de la ceinture qui ne sont pas admissibles. Il y a également des attaques régulières contre les journalistes. Nous déposons plainte, c'est ce que nous avons décidé de faire pour le moment. La RTBF est dans 15 dossiers qui sont en justice et qui essayent d'avancer dans un certain nombre de méandres judiciaires. Donc voilà, nous avons voulu montrer fortement que nous défendions les journalistes quand ils sont harcelés, quand ils sont victimes de violences verbales, bien sûr, mais parfois également de violences physiques. On l'a connu lors de certaines manifestations. Donc on met ça en place. On est aussi en discussion avec les médias privés vis-à-vis du monde politique pour faire évoluer les lois. Vous savez qu'en Belgique, et c'est à la fois heureux, les procès pour expression de presse ne vont qu'en cour d'assises, et donc certains s'abritent derrière ça au nom de la liberté de la presse pour dire tout et n'importe quoi. Nous pensons qu'il y a des propos qui sont des délits et qu'il faut poursuivre. Il y a des débats au Parlement à ce propos-là. Et voilà, nous essayons aussi, parfois des dialogues avec des politiques, d'expliquer que s'en prendre systématiquement à certains, ça ne fonctionne pas. Ça n'est pas le même registre de délit, évidemment, et de violence. On a des discussions avec les autorités politiques. On essaye de s'inspirer d'un système qui est mis aux Pays-Bas, avec la NOS, entre autres, qui s'appelle Persveiligheid, qui fait en sorte que l'on considère que les attaques contre les journalistes
ont la même importance que contre les attaques contre d'autres corps de l'État. Aux Pays-Bas, il y a un système qui s'est mis en place, qui a l'air de se mettre en place également en Flandre et en Belgique francophone. On va continuer à pousser là-dessus. Est-ce que Elena ou Lucie, vous vouliez, même si la question a été posée à Jean-Pierre, mais apporter un élément de réflexion ou par rapport à ce qui se passe en Slovénie oui, Elena? Well, looks very bad in our country because the extreme right uses the social media as alternative to mainstream media. Even the MEPs are advocating actually for that. And they have really a system of smearing campaign, hate campaigns against journalists, against other public figures who are critical. We also had a judge in Slovenia who went actually, she filed a legal complaint against, he was the chief of the police, because she wrote on her Facebook, but the problem is the law. Even in Slovenia, the law about the hate speech is very vague. And yes, I totally agree with that. I don't see that when they attack me or they make some strange pictures, etc., and use my name, I don't see it as an attack on me personally, but it's an attack on my work and the institution as well. And we should look at that. I think this is important, that every employee, because our cameramen were attacked, because the smearing campaigns were so harsh, because we have logos. If you are TV, you're exposed, TV journalist. For press journalists, it's maybe easier, but they have difficulties in different way. But as a TV journalist, you're exposed all the time. And the violent protests during the pandemic, of course, our crews were attacked, spit on, people threw stuff at them, and they started to walk with the, not the police, we have Robocops on the street, but with the security guys. So imagine that. You do your job with 2-3 security guys. We should not let them. Ce qui a été le cas aussi, ce qui était le cas en France et dans d'autres pays. Et en Belgique, oui. Oui. Lucie, I won't be too long. Just it's very easy actually. Where you break the law offline, you are breaking it online also. So we should not underestimate these threats. In any case, we saw in Slovakia already it can lead even to killing a journalist. Not only in Slovakia, but I mean recently. And so this is also about the work with police, I would say, and to educating police really in this regard, and also working with courts. Jean-Pierre, tu voulais ajouter quelque chose? Non, je voulais dire qu'il y avait encore des questions Oui, dans la oui, salle. oui. Allons-y. Oui. Muriel Anneau du Conseil de déontologie journalistique belge. On a évoqué les mécanismes de régulation, des mécanismes de régulation qui pourraient protéger, destinés à installer l'indépendance, à protéger l'indépendance des médias, protéger les rédactions, en parlant aussi également de refinancement. Ma question, c'est est-ce que vous pensez qu'un des mécanismes de régulation ne serait pas de protéger les contenus d'information en prévoyant qu'ils soient, lorsqu'un conseil de presse existe, traités par les conseils de presse en première ligne et pas justement par des régulateurs qui sont des autorités administratives désignées politiquement et qui peuvent alors toucher à des questions qui portent sur des choix journalistiques, sur des pratiques journalistiques et qui mettent en danger autrement la profession. Est-ce que donc une solution ne serait pas non plus d'installer dans ces mécanismes de régulation une protection déontologique de l'information? Par des conseils de presse. Il n'y a pas de conseil de presse en Slovénie ou en Tchéquie. Oui, Lucie?
For public service media, there is council, which is dealing with complaints and content-related issues. However, it's important, of course, to keep the editorial freedom always for newsrooms. What we miss is a media council or press council for online and extérieur. Oui. Elena? Well, at RTV there is no such thing. Of course, we advocate for that as journalists and editors. There is this institution of ombudsman of viewers, listeners and readers' rights. But we have now this situation that also she is instrumentalized by the political party and works against the journalists. And there is this independent board at the Journalistic Society where complaints are filed because of the breaches and the censorships. But there are no consequences in the end. Yeah? They file a report, but nothing happens. It's just a spot or a stain on a journalist or individual CV. Autre question? Je peux juste peut-être apporter un petit élément à la question de Muriel Hanot, parce qu'en Belgique, il y a un conseil de déontologie journalistique. Depuis longtemps, d'ailleurs. C'est beaucoup plus récent en France. Une petite dizaine d'années, qui est composé de différents représentants des éditeurs de presse, des journalistes, des rédactions, des rédacteurs en chef et des membres de la société civile. Ce à quoi Muriel fait allusion, et je vais peut-être mettre un peu plus les pieds dans le plat, c'est que parfois, il y a des tensions chez nous entre notre conseil de déontologie journalistique et le conseil supérieur de l'audiovisuel, où on se trouve parfois à se saisir de plaintes des deux côtés. Et pour la RTBF, entre autres, c'est une des difficultés, d'autres médias aussi, qui se retrouvent avec deux juges pour les mêmes plaintes et avec la difficulté parfois d'avoir des réponses contradictoires. Voilà, et donc ça fait partie des éléments. Je pense que clairement, et là, je m'exprime plus tellement en tant que directeur de l'info de la RTBF, même si je fais partie du conseil de déontologie journalistique, je pense que la déontologie est à la fois un caillou dans la chaussure du journaliste, il doit y penser tout le temps. C'est également un contrat de confiance d'une grande qualité avec le public, tant que le public fait confiance à ce conseil de déontologie journalistique. Et ça, c'est un travail qu'on doit mener sans cesse, rigoureux, mais il nous protège aussi contre des attaques qui peuvent parfois essayer de nous déstabiliser, ou de vraiment essayer de nous amoindrir dans le regard de l'opinion publique. Et donc je pense que cet élément-là est un élément qui peut être fondateur à condition qu'il ait ce contrat de confiance complet avec le public. Le public. Autre question? Oui. Il est allumé. Ok. Bonjour. Emel Chahid, je suis journaliste de l'audiovisuel public en Tunisie. Je travaille à la télévision publique et à la radio publique, donc le sujet m'interpelle particulièrement. 3 questions. D'abord, une première question pour les deux dames de Slovénie et de la Tchéquie. Pour les pays de l'Europe de l'Est qui ont connu des révolutions durant les années 90, est-ce que le travail du journaliste dans les médias publics est devenu plus facile, plus professionnel? Est-ce que les conditions sont devenues réunies juste après les révolutions que vous avez vécues, révolutions politiques, économiques, sociales et tout? Est-ce que maintenant vous faites votre travail plus correctement que du temps des régimes totalitaires? Je sais que bon nombre de ces pays de l'Europe de l'Est connaissent beaucoup de corruption, politique, argent sale, etc. Donc, est-ce que vous avez toutes les facilités, toute la liberté dans le service public de traiter ces sujets, d'interpeller les personnes accusées qui ont beaucoup de pouvoir, qui sont très puissantes et qui sont dangereuses aussi? Je sais qu'il y a la mafia blanche qui gouverne quelque part là-bas. Ça, c'est la première question pour les pays de l'Est. 2 questions très rapides, générales pour tout le service public de toutes les chaînes dans l'Europe. Est-ce que vous avez les moyens, la logistique qu'il faut pour faire le travail facilement, rapidement, avec légèreté? Parce que chez nous, par exemple, le service public souffre de beaucoup de routine, beaucoup de bureaucratie. Du coup,
parfois, ce sont les médias privés qui font le travail, qui remplissent la mission du service public, parce que le service public connaît beaucoup de lourdeur et travaille avec des moyens qui sont, très lourds et très lents. Donc ça, c'est ma deuxième question. Et ma troisième question, jusqu'à quel point vous considérez que le service public et les journalistes qui travaillent dans le service public et les faiseurs ou les fabricants de contenu dans le service public sont dans une indépendance totale des forces politiques, des partis politiques qui gouvernent, des personnes qui gouvernent, surtout que, connaissant les règles un peu de la démocratie, il y a cette norme de proportionnalité, donc selon le pourcentage de la présence de tel parti dans le Parlement, il a un temps de parole accordé à la télévision publique, dans les chaînes publiques. Donc jusqu'à quel point vous considérez que vous travaillez avec beaucoup de liberté et dans une indépendance totale par rapport à ces acteurs politiques? Et merci. Bon, ça fait beaucoup de questions. On va reprendre la première puisqu'elle s'adressait à Lucie et à Elena. Bon, j'ai pas l'impression que ce soit beaucoup plus facile en ce moment. I can say that in Slovenia we had no revolution actually. Of course, there was 10-day war in 1991. In Slovenia, there was a different situation than the Eastern Bloc, even though Slovenia is usually mentioned as a part of the curtain tail behind the Iron Curtain, but no, the Iron Curtain was from Hungary, and Slovenia is south from Hungary. We didn't have a communist revolution, anti-communist revolution like in Czech Republic, Slovakia, or Poland. Of course, before the independence in 1991, it was a state TV, and after that it became public. All political parties will always, or those in power will have the appetites to control the media. Of course, the job was different, because also the society was different, technology was different. Even then, RTV had their own, let's say, correspondents, local correspondents. But of course, the narrative was different because the focus was different. I don't know. I cannot speak from my own experience. I've been working now for 23 years. I know the changes and what happened here. But I didn't hear any of my colleagues that they were really under some pressures or something. Of course, there were some forbidden issues. Yeah, so Lucie, vas-y. okay, Ouais. I won't be too long. I think we have to finish soon. But yes, it was something completely different before the fall of the Iron Curtain. It's my colleague mentioned here. It was a state TV for public service media. Free media, private media didn't exist, so you didn't have any opportunity to do free journalism. So there was no free media freedom at a communist regime, similarly as it doesn't exist now in Russia or in other totalitarian regimes. Sorry. Okay, so yeah, it was something completely different. There was no media freedom before, sorry, just to repeat very quickly. And then now you have the media freedom and strict rules for public service media, how to keep the editorial independence and not be under influence of the politicians. So we don't have the influence in not directly by the law as it was before. Of course, it depends when you have media underfinanced. Some private media are voluntarily under political influence and so on. And just one last point, what the lady asked to these bureaucratic procedures. Yes, we also have some long procedures, freedom of information, FOI. Issues can take very long. C'est assez partagé, ça, hein, les lourdeurs. So yes. Un mot pour répondre aux deux autres questions rapidement. Alors sur les lourdeurs, il est évident que les médias de service public se doivent d'avoir des moyens de réaction, de programmation, tout ça qui sont souples, agiles, et il faut y travailler sans cesse, c'est une évidence.
Il y a un point sur lequel on ne doit pas tergiverser non plus, c'est que oui, peut-être que c'est une lourdeur de rendre compte de nos missions de service public, de rapporter de ce que nous avons fait, d'être particulièrement vigilant, bien sûr, sur notre indépendance, sur le pluralisme. C'est aussi nécessaire, ça fait partie de la société dans laquelle on est. Donc oui, essayer d'alléger encore les process, évidemment, pour fabriquer l'information, pour pouvoir quelque part laisser le maximum de temps au travail journalistique et ne pas être encombré dans des lourdeurs, mais néanmoins, un service public doit rendre compte, établir des rapports, et tout ça, ça peut être parfois un peu plus complexe à établir et fastidieux, mais nécessaire et indispensable. Quant à l'indépendance totale, j'ai envie de dire oui, sur papier, on peut toujours dire l'indépendance est totale. Les pressions politiques existent, il faut y résister, c'est un travail de tous les jours. Je pense que le travail journalistique est rendu encore plus complexe parce que, j'allais dire une pression politique, on sait d'où elle vient et on a peut-être un peu de métier pour y répondre. Les pressions qui viennent non-stop, sans cesse, un peu harassantes, directement sur les journalistes, dans lesquelles peut-être certains pourraient se retrouver à s'auto-censurer sans même en parler, en disant « j'ose plus faire trop ceci et cela », ça existe dans nos rédactions. Il faut y être attentif et particulièrement vigilant et il faut travailler cela. C'est le rôle des responsables de rédaction, je pense. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Bon courage, Elena. Ouais. On est à vos côtés et puis on espère que voilà, bientôt, tout ce que cette indépendance pour laquelle vous vous battez, vous allez l'acquérir. On a évoqué... Thank you. I think we are winners merci already. beaucoup. Merci. Et merci d'être venu parce que, bon, c'est compliqué là, les retours, mais c'était important que vous soyez là et que vous puissiez témoigner dans le cadre des Assises européennes du journalisme.